Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce webinaire sur les barrières systémiques aux soins parentaux et accouchement chez les femmes enceintes sans RAMQ au Québec, où on va nous présenter des résultats préliminaires d'une recherche participative. Je me présente, je suis Ahmed Amila, je suis membre de l'ERICA, l'équipe de recherche euh, sur l'immigration au Québec et ailleurs, et professeur adjoint au département de sociologie de l'Université de Montréal. Et cet événement est organisé donc avec l'équipe de recherche de l'immigration au Québec et ailleurs, l'ERICA, qui regroupe des chercheuses et des chercheuses de diverses disciplines, criminologie, sciences politiques, sociologie, géographie, santé publique, venant de plusieurs universités au Québec. Et l'objectif de ce réseau, c'est de faire émerger des nouvelles connaissances sur l'immigration au Québec et dans le monde grâce à une approche multidisciplinaire. Et vous pourrez trouver toutes les informations en lien avec l'ERICA sur le site internet, donc www.erica.org. Avant de présenter nos intervenantes d'aujourd'hui, quelques notes techniques. Première chose, l'événement est enregistré et il sera disponible sur plusieurs plateformes web dans quelques jours. Donc, on vous fera parvenir un lien et évidemment, comme on est en mode webinaire, ça fait en sorte que votre confidentialité, elle est préservée parce que les participants, au-delà des intervenantes, n'apparaissent pas dans la vidéo. Pour ce qui est du webinaire, il se déroulera en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va avoir une présentation de nos trois intervenantes que je vais présenter dans quelques instants. Et par la suite, il y aura une période de questions-réponses. Donc, toutes les personnes qui participent pourront poser leurs questions. Il y a un petit onglet en bas de votre écran Q et R. C'est à travers cet onglet-là que vous pourrez poser les questions. Et moi, je vais lire les questions aux intervenantes pour qu'elles puissent y répondre. Tout au long de la séance, on a un technicien disponible qui est indiqué comme Monsef UDM TI sur l'écran. Donc, si vous avez des enjeux techniques, n'hésitez pas à contacter directement Monsef. Présentation des intervenantes. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous trois intervenantes qui sont impliquées dans ce projet de recherche participative. Donc, première intervenante, on a Lara Gauthier, qui est professeure agrégée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheuse régulière au Centre de recherche en santé publique et à l'Institut de recherche Sherpa à Montréal. Euh, Elle s'appuie sur sa propre expérience de bénévolat auprès des populations migrantes de 2016 à 2020 à Paris et Montréal pour mobiliser diverses communautés de pratiques et d'usagers et usagères dans ces projets de recherche afin d'analyser les déterminants structurels de la santé des populations migrantes mal desservies au Canada et au Québec. Merci Lara d'être avec nous aujourd'hui. Notre deuxième intervenante est Laila Mahmoudi, qui détient une maîtrise en santé publique de l'Université de Montréal et une maîtrise en administration publique de l'ENAP. Laila Mahmoudi est doctorante en santé publique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et ses activités de recherche examinent la trajectoire de soins des femmes enceintes en situation migratoire précaire au Québec et leurs conséquences économiques. Et sa thèse vise à soutenir les activités de plaidoyer en faveur de la santé sexuelle et reproductive des femmes migrantes afin d'influencer l'élaboration, des politiques inclusives. Donc, bienvenue Laïla et merci d'être avec nous. Et enfin, notre troisième intervenante est Edwige Amenan, qui est une personne avec expérience vécue, qui va nous partager ses expériences, qui est aussi membre du comité consultatif sur ce projet de recherche participative et qui est arrivée aussi au Québec dans le cadre en tant qu'étudiante internationale. Donc, elle pourra revenir sur ses différentes expériences et comment ça a pu impacter son expérience en lien avec la justice reproductive. Merci Edwige d'être là et merci à toutes les trois. Et la parole est à vous. Merci beaucoup, Ahmed. Pendant que Laïla partage son écran, j'en profite vraiment pour remercier l'ERICA pour cette invitation.
Donc, il nous fait très plaisir à Edwige, Laila et moi de vous faire ce portrait préliminaire de nos résultats qualitatifs dans le cadre du projet de recherche Préna Écoute. Donc, notre présentation s'intitule Barrières systémiques aux soins prénataux et d'accouchement avec les femmes enceintes sans RAMQ au Québec. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de partenaires dont les logos s'affichent en bas de l'écran, puis on va vous en présenter aussi plusieurs autres. Voilà. Donc ici, en fait, pour bien montrer qu'il s'agit avant tout d'une recherche participative qui implique plusieurs organismes communautaires, plusieurs hôpitaux aussi, et puis des institutions publiques. Et puis, ce qui est le plus important pour nous dans le cadre de ce projet-là, c'est qu'on a des femmes, dont Edwige, avec expérience vécue d'accouchement sans RAMQ au Québec, qui participent aux différentes étapes de notre projet de recherche en tant que membre de notre comité consultatif qui réunit donc tous ces partenaires que vous voyez affichés ici et aussi plusieurs autres. On n'avait pas la place malheureusement de mettre tous les logos de tout le monde. Donc, je te laisse aller, Laïla. Donc, on a pour ce projet de recherche trois objectifs. Le premier, c'est d'analyser les expériences des soins prénataux et les trajectoires d'accouchement chez les femmes enceintes migrantes sans assurance médicale, donc on appelle FEMSAM, donc au Québec. On veut aussi évaluer le fardeau financier pour ces femmes-là et enfin proposer des pistes d'action pour réduire le fardeau financier et améliorer l'expérience des soins et les trajectoires de ces femmes. On a dans ce projet recours à plusieurs méthodes de recherche. Pour l'objectif 1, on a un devis de recherche mixte, convergent, qui comprend des entretiens et un questionnaire qui s'appelle le MFM-CQ, qui en fait a pour objectif de retracer en fait la trajectoire de soins de ces femmes. On a pour notre deuxième objectif une enquête transversale avec l'administration d'un autre questionnaire qui est le COPAC et qui se fait donc 2 à 6 mois après l'accouchement. Et enfin, pour notre troisième objectif qui est de faire émerger des pistes d'action, c'est le co-développement en fait et l'application de diverses stratégies de mobilisation des connaissances. Il faut savoir que pour la présentation d'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'objectif 1 et on va ne présenter donc que nos résultats préliminaires qualitatifs. Donc, on va se concentrer sur des entrevues qu'on a réalisées au Québec, à la fois à Montréal, à Québec et dans la Côte-Nord pour retracer les expériences des soins prénataux et des trajectoires de ces femmes. Donc, on a réalisé 47 entrevues jusqu'à maintenant et on a réalisé une analyse thématique qui fait ressortir la perspective émique et on a ensuite appliqué une démarche déductive-inductive pour l'analyse et pour faire ressortir les principaux thèmes que Laila va vous présenter tout à l'heure. Donc, en termes de cibles et de critères d'inclusion des femmes qui ont participé à cette partie qualitative, on souhaitait avoir des femmes qui puissent retracer leur expérience relativement récente. Donc, on a inclus des femmes qui ont accouché dans les 12 derniers mois et qui n'étaient pas couvertes ni par le PFSI, ni évidemment par la RAMQ, ni par aucune assurance privée. Donc, ça, c'est un critère qui nous semblait important à renommer. Donc, je vais laisser la parole à Edwige maintenant, qui va vous retracer son parcours. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Merci pour l'invitation. Je suis avec mon assistante Miracle. Vous allez l'entendre parler un peu dans la conversation parce qu'elle est juste à côté. Donc, j'explique un peu mon parcours. Je suis Edwige Nguessan, originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivée au Canada en tant qu'étudiante. Et lorsque je suis arrivée, j'ai constaté que j'attendais un bébé. C'est étant ici que j'ai su que j'étais enceinte. Et dans mes recherches pour avoir un suivi, je suis tombée sur Médecins du Monde dans mes recherches sur Internet. Et c'est à travers Médecins du Monde que j'ai commencé à avoir mes consultations. Donc, c'est Médecins du Monde qui m'a prise en charge pour mes consultations et tout allait bien. Et tout s'est bien passé parce que là-bas, je ne payais rien. J'étais vraiment suivie.
Et pendant l'accouchement, je me suis rendue à l'hôpital pour accoucher. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, tout s'est bien passé parce que là-bas, j'ai eu une prise en charge totale. On ne m'a rien demandé. On ne m'a pas demandé de payer quoi que ce soit. Ceux qui étaient sur place étaient vraiment gentils avec moi. Ils m'ont donné tous les soins adéquats. Le seul bémol qu'il y a eu, c'est pour la péridurale. Parce que la personne qui devait faire la péridurale a exigé que je paye euh, 1000 $ en espèces avant de pouvoir me faire la péridurale. Et il se faisait tard parce que j'ai eu miracle autour de 23 heures. Donc, pour pouvoir réunir l'argent, c'était vraiment difficile. J'ai pas eu vraiment le choix parce que j'avais l'aiguille plantée dans le dos. Il fallait que je donne l'argent avant que la piqûre ne se fasse. Et honnêtement, c'est ce qui a été le petit bémol à l'hôpital. Hormis cela, honnêtement, tout a été bien. Je suis sortie de l'hôpital avec le document pour Miracle, pour son enregistrement, pour la naissance. Et à l'hôpital, j'ai pu faire une entente pardon, de paiement pour pouvoir payer les frais d'hôpitaux. Ensuite, après la naissance de Miracle, l'acte de naissance a été vraiment difficile pour avoir l'acte de naissance parce que dans tous les pays, c'est pas pareil de remplir les documents pour l'extrait d'acte de naissance. Donc, moi, j'avais mis le nom du papa de Miracle sur l'extrait d'acte de naissance. Pourtant il n'était pas sur le document d'acte. Donc, c'est ce qui a fait que l'extrait de Miracle a vraiment duré pour que je puisse l'avoir. Miracle devait avoir une chirurgie et il fallait vraiment que j'ai la rame Q pour pouvoir avoir sa chirurgie. Et ça a été un gros défi pour moi parce que l'hôpital a refusé d'opérer Miracle tant que je n'avais pas la rame Q. Et il fallait opérer Miracle à sa naissance. Il fallait que je l'opère avant qu'elle ait 5 mois. C'était prévu qu'elle soit opérée à 2 mois, mais étant donné que je n'avais pas encore la rame Q, puisqu'il y avait quelques modifications à faire sur son acte de naissance, il fallait apporter ces modifications-là avant de pouvoir déposer le document pour que la rame Q puisse donner un numéro provisoire à Miracle pour sa chirurgie. Ça a pris du temps et la chirurgie de Miracle s'est faite pratiquement quand elle a eu presque 5 mois. Et ça, honnêtement, à mon avis, étant donné que Miracle est né ici, si c'est moi, il n'y a pas de problème. Mais la petite était née ici. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont exigé que j'ai obligatoirement la rame Q avant qu'on ne fasse la chirurgie de Miracle. Donc ça a été vraiment difficile. Et au final, on a pu avoir la rame Q et Miracle a pu avoir sa chirurgie. Actuellement, elle se porte bien. Elle a 17 mois. Elle parle beaucoup. Vous l'entendez à côté. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Merci pour le témoignage. Je vous en prie. Bonjour à tous, je vais vous présenter les résultats préliminaires. Alors, ce qu'on voit, c'est lorsque une grossesse arrive en contexte immigration, statut précaire, bah, ça perturbe complètement les trajectoires. Je vais vous partager un des verbatim. Elle dit, quand je suis tombée enceinte, le père de l'enfant a disparu. Entre-temps, j'ai parlé à mon père pour voir s'il réagirait. Quand il a su que j'étais enceinte, il a cessé de me soutenir financièrement. On voit que c'est souvent des grossesses non planifiées, que des gens vont utiliser toutes leurs économies pour payer l'accouchement ou le suivi de grossesse, ou encore qu'ils vont s'endetter. On assiste aussi à beaucoup de licenciements abusifs. C'est des femmes qui souvent occupent des emplois précaires et dès que l'employeur remarque qu'elles sont enceintes,
elles sont licenciées. Et donc des gens qui sont venus pour s'établir durablement se retrouvent dans un stress constant, mais aussi avec d'importantes dettes qu'elles vont garder sur plusieurs années. Parce que comme l'a dit Edwige, les ententes de paiement sont généralement de 50 ou 100 dollars sur des factures de 15 000 dollars. Donc, ce qu'on voit, c'est que la marginalisation sociale et économique, elle agit comme un frein structurel à l'établissement durable et prolonge cette situation de non-citoyenneté puisqu'on sont toujours considérés comme des résidents temporaires. On a pu remarquer aussi dans la relation entre les soignants et les mères l'érosion de l'autonomie. Il y a par exemple beaucoup de conseils qui sont coercitifs et qui s'expriment par l'insistance. On a une dame qui a trouvé un suivi de grossesse en clinique privée au 6e mois et la médecin l'a obligée à passer le test de la trisomie 21 sous menace de ne pas lui offrir un suivi de grossesse, bien que ce test n'est pas obligatoire. On a aussi un médecin qui a incité une femme enceinte a avorté en lui expliquant que comme elle n'avait pas de couverture et qu'elle n'avait pas assez de ressources économiques, ce serait préjudiciable pour elle. Et ça a quand même eu un impact important sur sa santé mentale pour la suite de sa grossesse. Donc, en plus d'un statut migratoire précaire, il y a une vulnérabilité financière et économique qui, qui va finir par dicter les choix reproductifs. On assiste aussi parfois à une marchandisation des soins et un triage fiscal qui peut se faire des deux côtés, autant des femmes elles-mêmes que des professionnels de la santé. Par exemple, il y a une dame qui est venue, donc Almendra, qui est venue pour accoucher. Et la gynécologue lui a demandé de payer 3 000 dollars en espèces. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit, je sais que je dois payer, je suis prête à payer, mais je ne savais pas que je devais payer en espèces. Et donc, elle stipule, c'est dimanche, elle n'a pas pu retirer son 800 dollars et donc, elle a attendu pendant 12 heures au triage. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des femmes qui vont demander à être déchargées elles-mêmes. Par exemple, il y a une femme qui a une césarienne, donc non, le protocole voudrait qu'elle reste 48 heures. Elle a demandé à quitter beaucoup plus tôt pour avoir une nuit d'hospitalisation en moins à payer. Donc, ce qu'on voit, c'est que les soins et les urgences sont subordonnés à la conformité financière, mais que aussi la précarité financière et la peur de l'endettement va influencer le choix des procédures. Pour deux raisons. Donc, premièrement, il y a des femmes qui vont se dire, je vais essayer de tout faire pour ne pas avoir de césarienne, pour ne pas payer les frais. Je vais quitter l'hôpital plus tôt, ou même dans le choix du type d'accouchement, vont privilégier un accouchement en maison de naissance avec des sages-femmes parce que c'est moins coûteux, quand bien même elles auraient préféré avoir une anesthésie lors de l'accouchement. On a aussi le phénomène de ce qu'on appellerait la loterie de la bienveillance. Donc la prise en charge, elle va dépendre du niveau de bienveillance du professionnel de la santé. Donc parfois, il y a des gynécologues, par exemple, contrairement à celle qui avait demandé de se faire payer en espèces, qui dit, bon, elle elle est consciente de la précarité financière de sa patiente. Elle lui a proposé de lui offrir des consultations gratuitement. Il y a aussi des médecins qui vont accepter de ne pas se faire payer, voilà, qui abandonnent leurs honoraires professionnels pour prendre soin de leurs patients. Et donc, il y a des actes discrets de justice relationnelle qui vont temporairement rétablir la confiance dans le système, mais aussi l'accès aux soins. Sauf que on laisse l'accès aux soins, notamment dans une période aussi sensible que le suivi de grossesse et l'accouchement, à la discrétion des professionnels, qui est très, très variable. Et donc, c'est pas un droit garanti. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une transformation du soin qui, en fait, devient un acte de charité et non pas un droit collectif ou un droit de la personne. Ce qui est important de faire ressortir dans cette étude, c'est vraiment de déconstruire les mythes sur le tourisme obstétrical. Donc, comme on vous a dit, notre population, elle est constituée de femmes qui sont étudiantes étrangères, qui ont un permis de travail ou qui sont touristes. Dans touristes, il y a des touristes qui sont établis depuis 2019 et qui sont toujours dans des
situations d'attente de parrainage, de problèmes avec de renouvellement de papier. Et donc ça aussi, cette lenteur administrative et ces changements qu'on a vus dans les dernières années sur qui se qualifie pour la résidence permanente fait que les gens restent dans une situation de temporaire pour un bon bout de temps. Et donc, c'est généralement des grossesses qui sont non planifiées, qui arrivent parce que les gens pensaient qu'ils allaient avoir la résidence permanente. Ils savaient pas quand est-ce qu'ils allaient avoir leur papier, si leur papier allait être renouvelé ou pas. Et il y a aussi toute la question de l'accès aux soins, donc l'accès à la planification familiale, l'accès à la contraception, l'accès à l'avortement, qui sont transversales à cette question-là. Donc, il n'y a pas de stratégie migratoire derrière le fait d'avoir un enfant au Québec et que donc, on voit que l'exclusion de la RAMQ, c'est un choix politique qui inflige une souffrance aux mères et à leurs familles, mais aussi des considérations euh, éthiques pour les professionnels de la santé qui les accompagnent. Les professionnels, ils se retrouvent face à des femmes qui sont dans une grande vulnérabilité, qui ont un suivi de grossesse qui a été initié très tardivement et qui, par bienveillance, vont parfois prendre des risques en disant à la femme, bon, bah, écoutez, j'accepte de pas vous suivre toutes les 2 semaines, mais une fois par mois. J'accepte de vous décharger plus tôt. J'accepte de vous laisser rentrer chez vous sans test. C'est de la bienveillance, mais ils prennent des risques et ça stresse les équipes soignantes le jour de l'accouchement où il y a des femmes. On a eu quelques femmes qui n'ont eu aucun suivi de grossesse. Et puis finalement, ce qu'on voit, c'est que cette immigration en 2 étapes, on arrive comme résident temporaire pour quelques années et ça s'allonge sur plusieurs années avant d'avoir la résidence permanente et d'avoir les privilèges qui sont ralliés au fait d'avoir la RAMQ, ou en plus du processus administratif de l'immigration, ben on voit une forme de violence bureaucratique ou qui restreint l'accès euh, au système de santé et ce qui finalement va perturber la trajectoire d'installation, on quitte un emploi, on quitte les études, on a du mal à se réintégrer socialement. Et donc, c'est important que la citoyenneté reproductive exige de passer d'une dépendance et de la charité à une protection qui soit institutionnelle et que finalement, avec des conséquences qui soient donc de santé sociale et économique, l'accès à la santé, c'est un droit et c'est avant tout un investissement intergénérationnel rentable pour tout le Québec. Merci, Laïla. Je vais terminer avec quelques perspectives en lien à ce que, on est encore en train de travailler en termes de pistes d'action. Et puis, évidemment, on travaille encore beaucoup sur la collecte de données quantitatives, notamment. On s'est rapproché en fait de plusieurs institutions, plusieurs organisations et on réalise plusieurs démarches parallèles pour essayer de sensibiliser les différentes parties prenantes sur cet enjeu autour, c'est ça, sur la base de nos résultats préliminaires et notamment ce que Laïla a présenté et en lien avec l'expérience des femmes qui sont sur notre comité, dont Edwige. Donc, par exemple, on a travaillé avec l'Association pour la santé publique du Québec autour de recommandations qui ont été transmises au ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a plusieurs parties prenantes qui ont aussi participé à ce document de recommandations qui a été porté principalement par l'ASPQ. Donc, l'Institut Universitaire Sherpa y a participé, puis plusieurs autres de nos partenaires et co-chercheurs dans une perspective de réduction des méfaits. On vous a quand même souligné malheureusement des expériences très inquiétantes et très déconcertantes par rapport à ce que le contexte des soins offre ou n'offre pas justement à ces femmes-là. C'est vraiment des éléments qui nous ont beaucoup interpellés, qui ne sont pourtant pas nouveaux, mais qui perdurent et qui deviennent de
plus en plus saillant à travers, c'est ça, à travers tous les témoignages qu'on récolte dans notre étude. Donc, c'est aussi un rappel, en fait, du respect du code de déontologie médicale, par exemple, en lien avec les questions de chantage par rapport à l'insertion de la péridurale, mais aussi de chantage éventuellement qui se fait plus au niveau des services des services financiers, de paiement, de comptes hospitaliers qui font en sorte que parfois il peut y avoir un chantage qui se déroule avec l'institution qui va garder le constat de naissance tant que les personnes ne payent pas leur facture d'hôpital. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a plusieurs fois observé dans les témoignages de femmes. Donc, c'est aussi des enjeux qu'on a souhaité mettre de l'avant dans le cadre de cette collaboration avec la SPQ et d'autres. On se rapproche aussi des associations de professionnels, donc des associations de médecins, d'obstétriciens, gynécologues aussi. Donc, ça, c'est en cours. Euh, on essaye de se rapprocher de ces associations-là parce qu'on pense que c'est aussi stratégique de les embarquer sur ces enjeux. Plusieurs se sont déjà positionnés, même en faveur d'un accès universel aux soins pour les femmes sans assurance maladie. Et donc, on aimerait vraiment pouvoir poursuivre ces positionnements-là et en faire des alliés c'est ça, dans le travail que nous réalisons ensemble. Et puis enfin, on se rapproche avec des initiatives d'organismes à but non lucratif avec lesquels on collabore pour visibiliser encore davantage les enjeux vécus par les femmes et puis continuer à essayer d'orienter vers une meilleure reconnaissance de leurs problématiques, mais aussi d'aller et d'encourager l'accès universel. Merci beaucoup. Merci. Oui, on peut terminer là-dessus. Vas-y, Laïla, si tu veux finir sur cette diapo-là. Merci beaucoup. C'est vraiment un travail collectif. C'est tous les organismes qui nous aident et on est toujours en recrutement de participantes. Donc, merci. Merci. Merci beaucoup toutes les trois pour cette présentation qui est fascinante et importante aussi socialement. Donc, merci d'avoir partagé avec nous ces quelques résultats préliminaires. Donc, je rappelle qu'on a une section en bas du Zoom de Q et R, donc questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est moi qui vais les lire et qui vais les poser à nos panélistes pour qu'elles puissent y répondre. Et peut-être le temps que quelques questions soient ajoutées dans cette section, j'aurais moi peut-être une petite question. Vous avez parlé du fait que justement c'était une recherche participative, il y avait ce comité consultatif et l'importance justement que des personnes avec des expériences vécues fassent partie aussi de cette recherche-là. Et donc ma question c'est concrètement si vous pouviez nous parler un peu de justement comment est-ce que ça s'articule, quels sont justement les enjeux, potentiellement certains défis qui peuvent venir aussi avec ce type de recherche. Donc, si vous pouviez un peu nous parler de ça et peut-être de différents points de vue, point de vue de Lara et Laïla, peut-être du côté de l'université et aussi de point de vue de Edwige. Merci. Merci beaucoup, Ahmed, pour la question. Oui, on n'a pas eu le temps de développer parce qu'on voulait vraiment en profiter, surtout pour partager nos résultats préliminaires, puis l'expérience de Edwige. Mais l'idée qu'on a, c'est vraiment de pouvoir faire contribuer ces femmes-là à toutes les étapes du projet de recherche. Donc, on a commencé à travailler avec elles vraiment depuis le début, en fait, de cette recherche-là qui a commencé il y a à peu près un an maintenant, avec en fait leur participation concrète aux réunions du comité consultatif qui se réunit tous les 3, 4 mois, qui permet de faire un point sur où est-ce qu'on en est sur la collecte de données. Puis on leur donne systématiquement la parole pendant ces rencontres-là pour qu'elles puissent partager leur regard sur les résultats préliminaires qu'on présente et qu'on propose dans une sorte
d'approche de co-validation en fait de ces résultats-là, par exemple. On les rencontre aussi, puis on garde un lien avec elles de façon individuelle par plusieurs canaux de communication. Et puis on prévoit aussi des rencontres avec elles pour préparer à chaque fois chacune des rencontres pour qu'elles soient informées de ce qu'on va spécifiquement présenter à l'avance et pour les inviter en fait aussi à contribuer pendant les rencontres. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne. Je laisserai Laila éventuellement apporter d'autres éléments. Puis Edwige, si tu veux aussi partager ton ressenti, ça serait très utile. Laïla parle d'abord, ensuite moi, ou je parle d'abord. Allez-y, Edwige. D'accord. Merci pour la parole. Ça fait quand même un bon moment que je suis en collaboration avec Laïla et Lara pour ce projet et moi, ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de choses qui se font par rapport à tout ça. Et je tiens à vraiment dire merci pour tout ce que vous faites. Et moi, je suis toujours là au cas où vous avez besoin de mon témoignage ou si vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit, je serai toujours disponible pour pouvoir donner mon point de vue. Merci. Merci. Est-ce que Laïla, tu voulais réagir ou non, ça ira, ça allait. Parfait. Donc, on a notre première question. Donc, je vais vous la lire. Euh, à part, donc, une personne qui nous dit, à part d'arriver à une entente de paiement à l'hôpital, est-ce que ces femmes ont d'autres choix? Alors, parfois, elles reçoivent des conseils qui ne sont pas forcément bons à suivre, mais qui, dans la précarité, sont la seule option. Il y a deux des femmes de notre échantillon à qui on a proposé de demander l'asile, d'avoir une demande d'asile pour pouvoir avoir accès aux soins ou pour ne serait-ce qu'avoir de l'argent pour vivre au quotidien. Parce que comme on l'a dit, elles perdent leur emploi, on coupe les études, il y a pas l'enfant est à la maison, il n'y a pas d'accès aux garderies. Donc soit c'est l'entêtement, soit c'est la demande d'asile et les services de recouvrement qui harcèlent les femmes. C'est vraiment des appels incessants. Et donc, c'est des dettes qu'elles vont garder avec elles pendant des années. On a même rencontré des 2 ans, une ancienne collègue de l'Université de Montréal aussi, qui est à l'école de santé publique, qui a amené avec elle la dette pendant 5 ou 6 ans, malgré un emploi dans le réseau qui est bien rémunéré. Ça l'avait vraiment décapitalisée. Merci, Laïla. Est-ce que Lara ou Edwige, vous vouliez réagir ou ça allait? Je pense que ça couvre bien la complexité des Euh, expériences. bon, concernant moi, mon cas, bon, on n'a pas d'autres options parce que comme je suis allée pour l'entente de paiement, on m'avait exigé un montant que je devais payer. Ben, je leur ai dit que je ne pouvais pas payer ce montant, que je pouvais payer tel montant. Donc, ils ont dit qu'ils allaient réfléchir et me rappeler. Et c'est ce qui a été fait. Donc, ils ont réfléchi et ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils étaient d'accord pour accepter que je paye ce montant chaque fin de mois. Donc, c'est l'entente qui a été convenue. Soit je payais la totalité, ou soit je faisais, voilà, l'entente de paiement. Donc, j'ai opté pour l'entente de paiement et c'est ce que je fais. Merci beaucoup, Edwige. De rien. Donc, nous avons une nouvelle question qui dit, avez-vous observé des différences dans les perspectives ou les expériences des femmes selon les différentes régions du Québec? Selon vous, s'agit-il plutôt d'enjeux systémiques observés de façon homogène à travers les régions du Québec?
En fait, on se rend compte qu'il y a un phénomène de migration à l'intérieur du Québec. C'est que les femmes vont chercher de l'aide partout ou chercher de la famille. Par exemple, on a une dame qu'on a interviewée de la Côte-Nord, mais qui est originellement de Montréal. Quand elle s'est retrouvée licenciée sans aucune ressource, elle a une tante éloignée qui habite dans la Côte-Nord. Donc, elle a déménagé dans la Côte-Nord. À la Côte-Nord, elle a eu énormément de difficultés à trouver du suivi de grossesse. Et comme elle avait des complications, on l'a envoyée à Montréal pour son suivi de grossesse. Il y a des femmes qui vont se balader entre Laval, Longueuil, Montréal, Sherbrooke. Elles vont chercher là où les services sont disponibles. Et le Grand Montréal, par exemple, va attirer des gens qui sont à 2, 3, voire 4 heures de voiture qui vont venir. Donc, c'est les mêmes problématiques, mais qui sont exacerbées en région parce qu'il y a déjà moins de services. J'espère avoir répondu à la question. Merci, Laila. La prochaine question, c'est bravo pour cet important travail. Vous avez commencé à élaborer des concepts qui sont très pertinents pour la recherche avec les personnes migrantes. Présentement, nous faisons face à des enjeux économiques partout et la justification de la diminution des coûts est parfois la seule manière de maintenir certains services. Êtes-vous optimiste quant au fait que le projet pourra apporter des résultats utiles à ce sujet? Je veux dire, est-ce que nous pourrons disposer de données claires démontrant que le manque de couverture entraîne au final des coûts supplémentaires pour le système? Donc, est-ce que c'est bon la question? Oui. Ouais. Tu veux commencer, Laila? J'ai quelques pistes. Mais- Oui. Bah oui, clairement, parce qu'en fait, l'idée de cette recherche-là, elle vient du terrain. C'est en travaillant avec Médecins du Monde, avec tous les organismes qui desservent ces femmes-là, qu'on s'est rendu compte que ce qui manquait au plaidoyer, c'était l'argument économique. Et donc là, ce qu'on a présenté, c'est la partie qualitative, mais on a une partie quantitative qui permet non seulement de quantifier le coût des soins, mais c'est également de voir l'aberration des trajectoires des femmes qui n'ont pas de suivi de grossesse pendant 8 mois et qui arrivent à avoir leur résidence permanente au 8e mois et la RAMQ, et donc elles accouchent avec la RAMQ et de démontrer. Et puis, tout ce qui est en surcharge. Donc oui, l'argument économique, c'est ce qui manque. Je laisserai Lara compléter. Oui, c'est ça, c'est que nous, on va pas jusqu'à l'étape d'essayer de quantifier spécifiquement quel est le manque à gagner. En fait, qu'est-ce que un vrai suivi de grossesse pris en charge, qu'est-ce que ça signifie par rapport au fait de pas être pris en charge? Est-ce qu'il y a plus du coup de grossesse à risque, d'accouchement compliqué de ce fait-là? Nous, on n'est pas capable d'aller jusqu'à ces corrélations-là. Mais par contre, ce qu'on documente, c'est que les femmes qui ont eu un suivi très tardif ou aucun suivi, le plus souvent, elles ont des factures très, très, très importantes. Puis c'est ce que notre questionnaire met de l'avant. Et ce qu'on fait ressortir aussi, comme le disait Laïla, c'est qu'il y a il y a une certaine confusion en fait autour des statuts migratoires qui fait en sorte que les femmes vont être conseillées, parfois mal conseillées, d'aller dans une direction ou dans une autre et au final ne pas être bien servies parce que il manque cet accès universel finalement. Si l'accès universel était là, il y aurait beaucoup moins cette problématique-là qui apparaîtrait. Et en fait, on se rend vraiment compte que parfois, encore une fois, les femmes ont pas connaissance de leurs droits. Je vois qu'il y a une question aussi sur est-ce qu'il y a il y a des données quantitatives sur la violence obstétricale. Le problème, en fait, c'est que quand les femmes, elles vivent des situations de violence obstétricale ou même qu'elles auraient, c'est pas forcément de la violence obstétricale, mais qu'elles auraient quand même des plaintes à faire, elles les font pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur des institutions. Et elles ont peur du système, elles ont peur éventuellement de se faire dénoncer, elles ont peur que ça ait des implications sur des retards
supplémentaires par rapport au traitement de leurs demandes de renouvellement de permis ou de résidence permanente. Et donc, ça fait en sorte qu'il y a une sous-déclaration, voire il n'y a absolument aucune déclaration de ces violences-là et donc de plaintes. Et donc, on ne peut pas les quantifier en réalité, ces plaintes-là. Donc, nous, on a vraiment vu que depuis les années 2010, on a commencé à documenter ces enjeux-là à peu près à partir de ce moment-là. Il y a eu des études scientifiques qui ont été faites. Il y a eu aussi des rapports, des revues de littérature qui ont été faites à ce sujet-là. Et en fait, aujourd'hui, nous, dans les témoignages qu'on recueille auprès des femmes, on a vraiment l'impression que la visibilisation de ces problématiques-là, elle devient encore plus importante, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup interpellés et c'est pour ça on est allé voir, on est allé chercher en fait des alliés, dont l'Association de santé publique du Québec, pour essayer de travailler ensemble, au moins à réduire en fait les méfaits qui nous ont été rapportés par les femmes. Donc, c'est cette liste de recommandations qui a été transmise au ministère de la Santé et des Services sociaux. Merci beaucoup à toutes les deux. Et en complément, si je peux me permettre par rapport à cette question aussi, il y a eu un rapport récent de la Maison Bleue qui démontrait justement comment une prise en charge tardive ou inadéquate, notamment des personnes migrantes, enfin des personnes migrantes ou des personnes à statut précaire, en termes de coûts, il y avait justement cette comparaison qui montrait en termes de coûts évidemment, mais aussi en termes de comme grossesse à risque, d'enjeux à la naissance, etc. Donc ça vient compléter aussi un peu les recherches que vous menez toutes les trois. Donc c'est super intéressant de ce point de vue-là. On a une autre question sur les professionnels. Pardon, les professionnels de la santé se montrent-ils empathiques face aux expériences des femmes ou ont-ils tendance à attribuer ces enjeux au fonctionnement du système dans lequel ils travaillent? Selon vous, ces résultats suscitent-ils de la compréhension, de la résistance ou un sentiment que ces problèmes échappent à leur contrôle? Peut-être que cette question, elle nous offre l'opportunité de présenter quelque chose dont on n'a pas parlé pendant la présentation. C'est qu'il y a une grande différence entre le suivi qui est offert par les sages-femmes et le suivi qui est offert par les médecins. Quand c'est par les sages-femmes, c'est vraiment une approche holistique qui est intégrée dans leur formation. Donc, c'est vraiment de la bienveillance, de l'humanisme, peu importe la sage-femme. Quand c'est un suivi en milieu hospitalier avec des médecins, etc., le niveau de bienveillance et d'empathie, il est variable d'une personne à l'autre. Donc, on peut tomber sur des médecins qui sont extrêmement généreux, qui vont tout faire et abandonner les frais et le vivre personnellement. Et il y en a d'autres qui sont vraiment dans une logique qui est très lucrative et on comprend parfaitement qu'ils doivent se faire payer. Et il y en a d'autres qui vont profiter pour surfacturer, par exemple. Donc, il y en a qui vont... Donc, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Mais c'est pas le problème, il se situe pas au niveau des professionnels de la santé, il se situe au niveau de l'administration de l'hôpital, il se situe un peu plus au-dessus du ministère de la Santé, du ministère de l'Immigration, pour s'assurer que les personnes présentes aient un accès à la RAMQ et que ça devrait pas être aux professionnels de la santé de demander leur salaire ou leur paye sur le lit d'accouchement. Je pense que la situation est injuste pour tout le monde à des degrés différents. Merci, Naïla. On a une question qui a été évoquée par Lara déjà, mais j'ai entendu pendant la conférence que la violence obstétrique est en hausse. Où peut-on trouver des données quantitatives comparées pour le Québec et le Canada? Est-ce que vous avez des suggestions par rapport à ça? Mais je pense pas qu'on ait dit ça. On n'a pas de données qui démontrent ça. C'est simplement que nos recherches montrent une visibilité accrue de ces enjeux et vraiment de façon large. Donc, des mauvaises pratiques, notamment le paiement en espèces, le chantage, etc.
mais aussi certains cas qui peuvent être vécus par les femmes comme de la violence obstétricale. Donc ça, c'est ce que notre recherche démontre. Mais encore une fois, non, il n'y a pas de base de données parce que même si on peut probablement quantifier le nombre de plaintes, comme je disais précédemment, les femmes ne font pas de plainte en fait. Elles déposent pas de plainte. Pas les femmes, en tout cas, dans notre étude, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Oui, j'ajouterais que même lorsque les travailleuses sociales proposent aux femmes de les accompagner pour porter plainte, elles refusent. Merci à toutes les deux. Je vois pas d'autres questions. Je vois des commentaires, donc des merci beaucoup. Une personne qui dit que la mise en évidence des montants perçus en cash devrait faire réagir les décideurs, effectivement. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche par rapport à ces enjeux-là. Peut-être si les différentes intervenantes, il y a un dernier mot, quelque chose que vous voulez ajouter par rapport à ça. Je pense que la dernière intervention de Laila résume quand même assez bien la situation. Il y a vraiment des enjeux éthiques dedans du côté des professionnels de la santé. Et encore une fois, on devrait vraiment pas leur demander eux-mêmes de percevoir leur propre paiement. Ça n'a jamais été dans la définition de la tâche de professionnel de santé, de clinicien. Leur tâche, c'est d'offrir des soins, c'est pas de se faire payer. Donc là, il y a vraiment quelque chose, je pense, qui a reclarifié, à repositionner par rapport à leur tâche. Ce qu'on a peut-être moins mentionné, c'est qu'il y a quand même, ben c'est ça, il y a des différences entre les médecins. Et par contre, ce qui n'est pas différent d'un hôpital à l'autre, c'est qu'il y a toujours cette surcharge de 200%. C'est pour ça, en fait, que les montants des dettes hospitalières sont aussi importants et peuvent aller jusqu'à 70 000 $. Là, c'est le maximum qu'on a vu parmi les femmes qui témoignent dans notre étude. Et c'est tout simplement expliqué par le fait que c'est ça, on triple en fait le coût d'un séjour hospitalier, le coût d'une opération s'il y a eu césarienne, etc. Et donc c'est ça qui est problématique parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas cette surcharge, la dette serait moindre et même pour les hôpitaux, ils pourraient en fait montrer leur dette à eux qui reflète en réalité le coût réel et pas ce triple associé aux frais qui sont demandés à ces femmes. Merci pour ces précisions, Lara, et merci à toutes les trois pour cette présentation et bravo pour cette recherche. Merci aussi à tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire. Nouvelle point, on vous invite à visiter le site web de l'ERICA pour en apprendre plus sur nos activités. Et comme je l'avais dit en début de conférence, cette conférence de ce webinaire est enregistrée et un lien vous sera envoyé dans les prochains jours. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour suggérer des activités ou engager des échanges. Merci tout le monde et bonne journée.